وين الدولة اللبنانية ترد وين؟ Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. En Iran, le modéré Hassan Rouhani crée la surprise en arrivant en tête du premier tour de la présidentielle avec 51% des voix, loin devant le maire conservateur de Téhéran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Saad Hariri accuse Hassan Nasrallah d'entraîner le Liban sur une voie dangereuse, estimant que personne n'a mandaté le chef du Hezbollah de défendre le pays à partir de la Syrie. La Russie met en garde contre l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne envisagée par Washington, alors que le chef de l'armée syrienne libre réclame des armes lourdes à ses alliés occidentaux. Et puis à suivre également dans cette édition, de violents combats à Benghazi entre forces spéciales libyennes et manifestants armés font 6 morts parmi les soldats. Des combats qui interviennent une semaine après la mort de 31 personnes lors d'affrontements similaires. On commence en Iran où le candidat modéré Hassan Rouhani est largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 51% des suffrages après le dépouillement des bulletins dans 65% des bureaux de vote. Son avance très importante sur les autres candidats est un signe de la tendance dans la population du candidat unique du camp modéré et réformateur. Son suivant, le conservateur Mohammad Bagher Ghalibaf, arrive loin derrière à 17%. C'est peu pour le maire de Téhéran qui réalise pour le moment le meilleur score des candidats conservateurs. Un camp qui, comme c'était prévisible, paie le prix de la division. En troisième position, Saïd Jalili à 13%. Un score bien faible pour celui qui est présenté comme le plus proche de tous de la principale autorité du pays, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Il y a 4 ans, la réélection de Mahmoud Ahmadinejad avait été suivie de manifestations massives et violemment réprimées de l'opposition qui dénonçait des fraudes. Réaction. Pour moi, cet événement représente un espoir pour le changement pacifique. Les Iraniens, ils ont dit non à la politique internationale nucléaire de M. Khamenei. Sur le plan interne également, ils ont dit non, aussi bien sur le plan économique, sur le plan culturel et politique. Dans l'actualité locale de ce samedi, Michel Sleiman a appelé l'armée à arrêter ceux qui ont tiré des roquettes sur Baalbek, dans l'est du Liban. Le président a appelé l'armée à poursuivre les assaillants, estimant que l'État libanais ne tolérera plus de tels incidents et en arrêtera les responsables pour assurer la sécurité de la population libanaise. La réaction de Saad Hariri ne s'est pas fait attendre au lendemain du discours de Hassan Nasrallah. Pour l'ancien Premier ministre, le secrétaire général du Hezbollah a prouvé une nouvelle fois qu'il entraîne le Liban sur une voie dangereuse, une voie qui englobe le Machrek arabe, de la Palestine à la Syrie, en passant par tous les autres pays de la région. Hariri a catégoriquement démenti les propos tenus par Nasrallah et selon lesquels des prétendus combattants du Coran du futur seraient enterrés en Syrie. Il a également martelé que personne n'a mandaté le chef du Parti de Dieu de défendre le Liban à partir de la Syrie, l'accusant de se moquer royalement de l'État et de ses institutions. Et puis dans son discours, Hassan Nasrallah a assuré que les combattants du Hezbollah vont continuer de se battre aux côtés de l'armée syrienne. Il a indiqué que la décision de son parti d'intervenir dans les combats en Syrie a été prise en se basant sur l'impact de ceux qu'il qualifie de complots mis en œuvre dans la région sur le Liban, la Syrie, la Palestine, les musulmans et les chrétiens. Il a par ailleurs appelé ses partisans à faire preuve de retenue, estimant que la situation sécuritaire dans le pays est très sensible depuis 2005. À l'issue de leur retraite spirituelle annuelle à Abkelké, les évêques maronites ont exhorté au dialogue pour mettre un terme au conflit syrien. Ils ont appelé toutes les parties à cesser de jeter de l'huile sur le feu en Syrie pour que le peuple et ceux de la région puissent vivre en paix. Les prélats suivent aussi avec une très grande préoccupation les incidents sécuritaires au Liban qui ont des répercussions graves sur l'économie. Ils ont par ailleurs condamné la prorogation du mandat du Parlement qui porte atteinte à l'image du Liban et à sa démocratie. Une conférence de salut national pour sauver le Liban et refonder l'État. Voilà l'initiative d'un groupe de personnalités de la société civile.
La réunion s'est tenue ce samedi à l'hôtel Monroe à Beyrouth, en présence de plus d'une centaine de personnalités, dont des responsables politiques. Dans son allocution, l'ancien ministre Char Belnahas a indiqué que le Liban traverse une période très difficile, lourde de menaces pour son ordre social, alors que l'État en panne n'est désormais plus capable de gérer les conflits, ni d'empêcher les conséquences dévastatrices de ces conflits sur la scène intérieure. Pour répondre à cette urgence, les signataires de l'appel proposent notamment la refondation de l'État et du système politico-économique, ainsi que l'élection d'une assemblée constituante chargée de rédiger une constitution permanente fondée sur les principes de la citoyenneté, de la démocratie et de la justice sociale, que les Libanais seraient appelés à adopter par voie de référendum. Le commandant en chef de l'armée syrienne libre veut que l'Occident lui fournisse des armes anti-chars et des missiles de défense aérienne. Salim Idriss estime qu'avec de tels moyens, ses troupes seraient en mesure de triompher des soldats pro-Assad dans un délai de 6 mois. Son appel intervient au lendemain de l'annonce par les États-Unis d'un soutien militaire aux insurgés. Le général dit avoir un besoin urgent d'armes lourdes dans la ville d'Alep, où le gouvernement syrien a annoncé préparer une offensive de grande envergure. Mais selon plusieurs sources au sein des services de sécurité européens, l'aide promise par Washington aux rebelles syriens devrait se résumer à des armes automatiques, des mortiers et des lance-roquettes, mais ne comportera sans doute pas de missiles pour assurer une défense aérienne. Les États-Unis vont accroître le calibre des armes et des munitions mises à la disposition des insurgés par les puissances régionales comme l'Arabie saoudite ou le Qatar. La fourniture de RPG devrait permettre aux combattants anti-Assad d'offrir une plus grande résistance aux blindés et aux chars de l'armée syrienne. La livraison des premières armes devrait se faire dans un délai de 2 à 3 semaines. D'après un responsable américain, l'aide qui sera apportée ne devrait pas radicalement modifier le cours du conflit. François Hollande estime pour sa part que la reconnaissance par Washington de l'emploi d'armes chimiques par Damas confirme la nécessité d'exercer une pression sur le régime de Bachar el-Assad, y compris sur le plan militaire. Il s'exprimait lors d'un point de presse commun avec le Premier ministre canadien. Nous devons faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue qu'une issue politique, avec les conséquences que le Premier ministre canadien a tirées, c'est-à-dire le départ de Bachar el-Assad. Et nous devons aussi exercer une pression, y compris sur le plan militaire. C'est la raison pour laquelle la France a plusieurs fois posé un certain nombre de principes, tout en demandant à l'opposition syrienne d'être particulièrement claire sur ses orientations et sur l'utilisation possible des armes dont elle pourrait être bénéficiaire. Mais au G8, où il y a la présence de la Russie, nous ferons apparaître les dangers d'une prolongation des massacres qui se produisent aujourd'hui. De son côté, Moscou met en garde contre une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie. Le chef de la diplomatie russe a indiqué que selon des informations dans la presse occidentale, il est sérieusement envisagé d'imposer une zone d'exclusion aérienne avec l'utilisation de chasseurs F-16 américains ou le déploiement de missiles antiaériens patriotes basés en Jordanie. Selon Sergei Lavrov, cela violerait le droit international. Il a par ailleurs assuré que Damas n'a pas besoin d'utiliser des armes chimiques contre les rebelles, car les forces du régime gagnent constamment du terrain ces dernières semaines. Dans un instant, les représentants américains refusent la fermeture de Guantanamo. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Les protestataires du parc Gezi à Istanbul ne désarment pas. Ils vont poursuivre leur résistance. La promesse du Premier ministre de suspendre la destruction du parc en attendant le verdict de la justice n'a donc pas suffi à désamorcer la crise. Les manifestants disent n'avoir aucune confiance ni en Recep Tayyip Erdogan ni dans le maire d'Istanbul. Vendredi soir, de nouveaux affrontements ont eu lieu dans la capitale Ankara, où les forces de l'ordre ont notamment utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants. Le gouvernement va aussi contre-attaquer sur le terrain médiatique. Des grands rassemblements de soutien à Erdogan sont programmés ce week-end à Istanbul et à Ankara. En Libye, 6 soldats ont été tués au cours d'affrontements entre les forces spéciales et des manifestants armés devant une base de l'est de Benghazi, berceau de la révolution qui a renversé Mohamed Kadhafi. Des habitants du quartier ont dit avoir entendu de violents échanges de tirs et des explosions.
On ne sait pas exactement qui sont les manifestants ni s'ils ont subi des pertes. La semaine dernière, au moins 31 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées au cours d'affrontements entre des miliciens de Benghazi et des manifestants armés, soutenus au final par les forces spéciales. Les contestataires réclament la dissolution des milices issues de la révolution contre Kadhafi et désormais plus ou moins intégrées aux forces de sécurité libyennes. En bref, dans le reste de l'actualité de ce samedi, on commence aux États-Unis où la Chambre des représentants a rejeté un amendement sur le projet de Barack Obama de fermer la prison de Guantanamo à la fin de 2014. Le centre de détention situé à Cuba compte 166 prisonniers appréhendés dans le cadre d'enquêtes liées à la lutte contre le terrorisme. Au moins 104 détenus observent actuellement une grève de la faim. La Chambre basse, à majorité républicaine, a par ailleurs adopté une loi autorisant un budget de la défense de 638 milliards de dollars. 8e jour d'hospitalisation de Nelson Mandela. L'ancien président sud-africain est traité depuis samedi dernier pour une infection pulmonaire. Sa 4e hospitalisation depuis décembre. La santé du héros de l'apartheid, âgé de 94 ans, continue de s'améliorer même si son état demeure grave. À Johannesburg, devant la maison de Mandela, des poèmes, des ballons, des fleurs et des messages d'amour s'accumulent. C'est toute l'Afrique du Sud qui prie pour son rétablissement. Et puis, face au tollé suscité en Grèce et à l'étranger par la fermeture de la chaîne de radio-télévision publique, le Premier ministre a proposé de la rouvrir partiellement de façon immédiate. Proposition rejetée par ses deux partenaires de coalition. Antonis Samaras doit donc vite trouver une solution commune après 4 jours de manifestation devant le siège de l'ERT. Les programmes de la chaîne et son signal ont été interrompus mardi soir par les forces de l'ordre. Hier, l'Orchestre national a organisé un concert de solidarité pour les employés de la chaîne. La France a accepté que l'Union européenne ouvre des négociations de libre-échange avec les États-Unis, mais seulement après avoir obtenu l'assurance que l'audiovisuel serait exclu de ce futur accord. Une victoire pour Paris qui est très attaché au principe d'exception culturelle. Plus de 12 heures ont été nécessaires au ministre du Commerce des 27 États membres réunis à Luxembourg pour trouver un compromis et s'accorder sur un mandat de négociation qui sera confié à la Commission européenne. Les négociations sur l'accord de libre-échange doivent donc commencer lors de la réunion du G8 la semaine prochaine en Irlande du Nord. On écoute la ministre française du Commerce. C'est vrai que, bon, pour nous, Français, on est satisfait parce que on a l'exclusion du mandat de tout ce qui concerne l'audiovisuel. On a le rappel de la règle de l'unanimité qui s'applique au début comme à la fin de la discussion, comme pendant la discussion, si il devait y avoir des modifications. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on a gagné sur l'ensemble de la ligne. Je ne parle pas de victoire, parce que je ne veux pas, vous savez, dans une négociation, quand on est avec d'autres, moi je joue vraiment la solidarité européenne. Et ce que je peux regretter, c'est que quelquefois j'ai eu l'impression que certains négocient directement avec les États-Unis. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. En Iran, le modéré Hassan Rouhani crée la surprise en arrivant en tête du premier tour de la présidentielle avec 51% des voix, loin devant le maire conservateur de Téhéran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Saad Hariri accuse Hassan Nasrallah d'entraîner le Liban sur une voie dangereuse, estimant que personne n'a mandaté le chef du Hezbollah de défendre le pays à partir de la Syrie. La Russie met en garde contre l'instauration d'une zone d'exclusion en Syrie envisagée par Washington, alors que le chef de l'armée syrienne libre réclame des armes lourdes à ses alliés occidentaux. Et puis de violents combats à Benghazi entre forces spéciales libyennes et manifestants armés font 6 morts parmi les soldats. Des combats qui interviennent une semaine après la mort de 31 personnes lors d'affrontements similaires. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre application mobile Futur TV Lebanon. Et c'est ensuite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Bonne soirée. وين هي الدولة اللبنانية ترى